Après tous ces avertissements, les gens écoutent enfin. Des millions de personnes choisissent maintenant d'éviter de se tenir à l'écart de ces voitures toutes neuves. L'évolution de l'automobile signifie qu'elles sont extrêmement complexes. Vous ne pouvez pas les réparer vous-même. Et la décision d'éviter certaines de ces nouvelles voitures en 2026-2027 est une décision très réfléchie. Il est évident de se retrouver pieds et poings liés à cause de ces concessionnaires qui facturent 200 à 250 dollars de l'heure pour la main-d'œuvre. Ces voitures ne peuvent plus être réparées ou diagnostiquées par vous-même. Et puis, avec ces constructeurs automobiles qui se vantent que leurs toutes dernières voitures sont entièrement autonomes. C'est assez ironique. Quand on considère que vous, le propriétaire de la voiture, avez perdu toute autonomie et que la voiture prend désormais le contrôle. Vous ne contrôlez plus votre voiture. C'est votre voiture qui vous contrôle. Je veux parler de la raison pour laquelle ce grand changement fait que des millions d'acheteurs choisissent maintenant de continuer à conduire leur vieille voiture en abandonnant toutes ces nouvelles technologies, dernier cri. Parlons-en maintenant. La vie est trop courte pour des voitures ennuyeuses. Chut, tu entends ça? Ce sont des millions de clients grincheux comme moi qui regardent maintenant l'évolution de l'industrie automobile et se demandent comment en est-on arrivé là. Je garde ma vieille voiture car je n'ai pas les moyens d'en acheter une nouvelle. Ce n'est pas à cause de l'augmentation fulgurante de ces prix et des prix affichés qui te donnent un choc, qui t'ouvrent les yeux et te laissent bouche bée. Non, même avec un prix moyen affiché aujourd'hui de plus de 50 000 dollars, ce n'est que le début de la fin. C'est ce que la plupart des gens considèrent comme la petite partie de l'iceberg. Tu vois, parce que même si tu peux te permettre d'acheter cette voiture toute neuve, le fait est que la plupart des clients se rendent compte qu'ils ont perdu le contrôle de leur voiture. Ils ne peuvent pas se permettre de la réparer parce qu'on ne peut plus rien faire soi-même. En fait, cela remonte à une conversation que j'ai eue il y a de nombreuses années. Tu sais, bon, j'avais un X5 diesel il y a de nombreuses années et j'adorais cette voiture jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Quelques problèmes ont commencé à apparaître. C'était la vanne EGR, le filtre à particules, l'AdBlue, tous ces problèmes ont commencé à causer toutes sortes de soucis. Si ce n'était pas l'un, c'était l'autre. Le liquide AdBlue qui gelait. Il y avait un réservoir, il s'est fendu, fissuré. Le problème, c'est que la réparation coûtait environ 4 000 dollars. Surtout de cette nouvelle technologie était imposée aux consommateurs, comme vous et moi. Voyez-vous, 10 ans plus tôt, les moteurs diesel étaient très simples. On mettait du diesel, forte compression, et ils roulaient simplement. Oui, ils rejetaient un peu de poussière et un peu de carbone, mais ils étaient assez fiables. Pourquoi? Parce qu'ils étaient simples. Et dans de nombreux cas, vous pouviez régler ces problèmes vous-même. Vous pouviez retirer un injecteur, le remplacer, et le tour était joué, vous pouviez repartir. Mais depuis, les choses m'en sont devenues beaucoup plus complexes. Les voitures aujourd'hui ont évolué, même il y a 10 ou 15 ans, les voitures étaient assez simples. Des moteurs V6, des moteurs V8, très peu de voitures avaient des turbos à moins que ce ne soit une voiture haute performance, l'une de ces éditions spéciales uniques. Vous savez, je pense à la Mazda RX-7 biturbo ou à la 300 ZX biturbo à l'époque, elles avaient un niveau de performance supplémentaire, mais c'était un choix. On savait un peu à quoi s'attendre. La haute performance compromettait sans doute la longévité. Mais avec le temps, ce que nous voyons, c'est une évolution de l'industrie qui pousse les clients dans une direction qu'ils ne veulent pas prendre. Aujourd'hui, presque toutes les voitures ont un turbocompresseur. Au lieu du V6, ils proposent désormais un 3 cylindres turbo. Devine quoi? Alors que tu pensais que c'était déjà mauvais, beaucoup de constructeurs ont ajouté l'injection directe de carburant. Bien sûr, tout cela au nom de l'efficacité. Et maintenant, beaucoup de ces réglementations poussent les constructeurs automobiles à créer des produits qui consomment moins de carburant et produisent moins d'émissions. Nous connaissons tous le résultat. Souvent, ils affirment que cela consomme moins de carburant. Mais dans les études en conditions réelles, de nombreuses recherches ont montré que beaucoup de ces nouveaux moteurs, 4 cylindres turbocompressés, bien qu'on vante leur efficacité énergétique, n'obtiennent qu'un, voire peut-être seulement 2 miles au gallon de mieux que leurs anciens homologues V6. Regardez des produits comme Mercedes-Benz, l'ancienne C300 par rapport à la nouvelle C300. La nouvelle C300 est équipée d'un moteur 2 litres turbocompressé qui s'est avéré quelque peu problématique dans certains cas. L'ancienne C300 avec son V6 atmosphérique est très durable, très robuste. La consommation de carburant ne différait pas vraiment. Alors pourquoi faisons-nous tout ça? On dirait qu'il y a un problème sous-jacent, mais les gens commencent à faire attention. Des millions de personnes y prêtent attention. Je me suis réveillé et l'ai remarqué.
Parce que maintenant, ce qu'on voit, c'est la capacité, ou disons-le comme ça, la détermination de beaucoup de ces constructeurs à forcer le consommateur, à le pousser dans un coin où il n'a pas d'autre choix que d'emmener sa voiture chez le concessionnaire. Seul le concessionnaire peut désormais diagnostiquer et réparer votre voiture, car vous êtes exclu du système. Nous avons vu d'innombrables vidéos où beaucoup de ces youtubeurs indépendants ont mis la main sur une voiture, ont essayé de la reconstruire, et voilà qu'ils se retrouvent bloqués. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont ni les droits ni l'accès. Ils peuvent remplacer tous les composants, batterie, moteur, pompe à eau, effectuer toutes ces réparations, souder et installer de nouveaux panneaux de carrosserie. Mais quand il s'agit de faire cette fameuse réinitialisation, parce que la voiture affiche toutes sortes de défauts et dit « non, vous avez ce problème », vous n'avez désormais plus la possibilité de faire une réinitialisation rapide et de repartir tranquillement. Vous pouvez remplacer tout le matériel et les batteries hybrides, et effectuer les travaux faits par les concessionnaires jusqu'à ce que vous butiez sur cette passerelle d'accès. C'est exact, la passerelle d'accès est un verrou. C'est un verrou logiciel, et beaucoup d'entre nous commencent tout juste à en ressentir les conséquences. On le voit partout avec d'innombrables youtubeurs, d'innombrables fabricants qui semblent mettre en place ces verrous logiciels pour vous empêcher simplement d'assurer l'entretien et les réparations nécessaires sur votre voiture. Mais maintenant, vous êtes plutôt obligé de payer des tarifs élevés en atelier, 2 à 300 $ de l'heure, des prix exorbitants pour certaines de ces pièces. Les pièces de fabricants tiers ne seront probablement plus disponibles. En réalité, vous devez uniquement aller chez le concessionnaire. En plus de cela, si l'on regarde beaucoup l'évolution de l'industrie automobile aujourd'hui, cela pousse beaucoup de gens vers les hybrides. Je veux dire, regardez simplement des marques comme Toyota, Lexus et beaucoup d'autres qui se concentrent désormais presque exclusivement sur le passage à des motorisations entièrement électriques ou hybrides. Maintenant, les hybrides rechargeables offrent une certaine commodité. Vous n'êtes pas forcément dépendant d'une borne de recharge, mais la batterie n'est pas donnée non plus. Vous devrez sûrement dépenser des milliers de dollars d'ici 7 à 10 ans. Quand cette batterie commence à montrer des signes de dégradation, elle ne se recharge plus aussi bien. Nous avons vu ça et entendu ces histoires. Recharger trop rapidement, recharger trop lentement, températures élevées, températures basses. Ce sont tous des facteurs qui usent ces batteries sur ces hybrides rechargeables et pire encore sur ces véhicules purement électriques. Demandez-vous pourquoi tant de constructeurs automobiles arrêtent de produire certains véhicules électriques, car personne ne les achète. Des millions de personnes commencent à faire attention. Ils ont commencé à se rendre compte que, attendez une minute, après 10 ou 11 ans, quand cette batterie ne fonctionne plus, comme pour votre téléphone portable, après 3 ou 4 ans, elle ne tient plus la charge de la même façon. Même si c'est le cas, elle ne tiendra pas toute la journée comme neuve. Il en va sans doute de même pour les voitures. Et la triste réalité, c'est que les gens commencent à faire le lien. Il ne s'agit pas seulement des voitures qui brûlent accidentellement ou des consignes de stationnement extérieur recommandées par de nombreux constructeurs. Ces voitures sont rappelées à cause d'un risque de défaillance majeure de la batterie et d'incendie dans votre allée. Cela n'a rien à voir avec ces incidents parce que honnêtement, les incendies de ces voitures représentent un nombre relativement faible. Le problème le plus important, c'est que après 10, 11, 12 ans, quand vous devez faire un remplacement de batterie à 10, 20, 30 000 $, là, ça devient sérieux. Et ce n'est même pas tout. Beaucoup de gens disent « Hey, je conduis une Lamborghini haut de gamme et ma voiture vaut 350 000 $. Et vous savez quoi ? Après 10 ans, même si je dois mettre une batterie à 30 000 $, peu importe, la voiture garde sa valeur. C'est super. Sauf si vous conduisez une voiture ordinaire comme la plupart des gens. La plupart conduisent leur voiture au quotidien, pour le travail ou l'école, et constatent que seuls restent sur le marché les hybrides rechargeables classiques et les 100% électriques. Les réglementations poussent les gens à acheter des véhicules 100% électriques pour atteindre zéro émission d'ici 2035 dans la plupart des pays occidentaux. Alors qu'est-ce que ça signifie pour le consommateur, forcé d'acheter ce type de voiture ? Pourquoi ? Eh bien parce que ce sont les obligations, les gouvernements, les pressions. Il y a des pressions de tous les côtés qui forcent ces constructeurs à créer des produits zéro émission ou à faibles émissions. Mais en attendant, ce qu'on entend, c'est que les décharges commencent potentiellement à se remplir. On n'a même pas encore commencé à effleurer la question de savoir où vont toutes ces batteries. Bien sûr, même si ces entreprises de reconditionnement disent qu'elles peuvent remettre à neuf une batterie et la réutiliser, tout ne finit pas à la décharge. Mais le fait est que beaucoup y finissent.
Et finalement, quand cela deviendra un effet retardé et que vous pensez à 10 ou 15 ans dans le futur, toutes ces quantités massives de batteries sur le marché vont finir par devenir un véritable raz-de-marée de problèmes. Le genre de problème que les clients n'avaient eux-mêmes pas vu venir, qu'ils n'avaient pas anticipé. Et honnêtement, une fois que cela leur arrivera, ils ne voudront plus en entendre parler. En réalité, il ne s'agit pas que de ces problèmes. Ce sont les problèmes avec ces petits moteurs à injection directe turbocompressés qui chauffent, qui brûlent et font fondre les plastiques, vous savez, des moteurs turbocompressés à 4000 tours, des injecteurs à injection directe. Ce n'est plus un simple injecteur d'essence à $300 à remplacer. Ils sont désormais intégrés à la culasse du moteur. J'ai entendu de nombreux problèmes avec ces injecteurs qui cassent. Bon. Contrairement aux anciens projets, vous ne pouvez plus faire ce travail vous-même. L'injection directe de carburant est désormais presque réservée aux concessionnaires. Les turbocompresseurs, souvent cachés sous le capot, nécessitent l'aide d'un mécanicien expérimenté ou un passage chez le concessionnaire. Pour de nombreuses reprogrammations ou réinitialisations de code, il vous faudra le concessionnaire. Je veux dire, regardez simplement John Deere. John Deere est un exemple classique où apparemment, ils ont récemment subi une petite perte financière. Un procès, en quelque sorte. Pourquoi ? Les agriculteurs étaient à une remontée, ils avaient ce nouvel équipement coûteux et on leur avait promis tout ce soutien. Ils pouvaient se connecter, réinitialiser et diagnostiquer votre équipement à distance permettant une intervention rapide. Beaucoup affirment maintenant que John Deere et d'autres entreprises font du bon travail. Le fait demeure qu'il y a de nombreux cas où les agriculteurs et ce genre de personnes ne peuvent pas effectuer un dépannage sur place. Ils doivent parfois attendre des pièces à commander, ce qui peut entraîner un retard délibéré. Le pire, c'est que c'est leur gagne-pain. Conduire votre tracteur pendant la récolte signifie qu'il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours, sur 7 jusqu'à la fin du travail. Le problème, c'est que le tracteur tombe en panne et maintenant vous avez besoin d'une pièce. Que se passe-t-il ? Vous ne pouvez ni diagnostiquer ni réparer la panne sur place et attendez parfois des pièces. Eh bien, ce sera la même situation avec beaucoup de ces voitures. Maintenant, il ne s'agit pas de crier au chaos, mais cela devient un problème de plus en plus évolutif. Donc, acheter une voiture n'est plus une affaire réglée une bonne fois pour toutes. Beaucoup de constructeurs se rendent compte qu'ils peuvent vous rendre dépendant, vous le consommateur, de leur réseau de services et leur réseau de pièces détachées. Pourquoi et comment ? Tout commence avec les services d'abonnement, évoqués notamment par BMW, l'un des pionniers. Vous savez, les services d'abonnement pourraient vous coûter $15, pensez ça par mois pour vos sièges chauffants. Peut-être que vous devez payer $8 de plus par mois pour votre navigation. Il est possible que vous deviez activer une autre fonctionnalité dans la voiture pour encore $12,99. Le pire, c'est que tout ce matériel, les modules, les câblages, sont déjà inclus. Alors comment peuvent-ils faire ça ? Eh bien, ils l'écrivent dans leur logiciel de telle manière que vous ne pouvez pas utiliser cette fonctionnalité à moins de débloquer ce correctif logiciel, à moins de payer cette facture, ces frais d'abonnement mensuels, et ensuite ils ouvriront l'accès à cette fonctionnalité. Maintenant, on voit de plus en plus ce genre de choses. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de réactions négatives, et BMW aurait apparemment fait marche arrière sur certains points. Mais ça continue à s'infiltrer. On entend General Motors et d'autres fabricants dire « Vous savez quoi ? Apple CarPlay, Android Auto, ils essaient d'écarter ces produits en disant « Regardez, mais nous allons fournir nos propres systèmes maison. » Les nouveaux types de systèmes qui garantissent en quelque sorte que vos frais d'abonnement iront directement dans leur poche. Beaucoup de ces constructeurs génèrent de nouveaux revenus. Ce n'est plus simplement vous vendre la voiture et espérer que vous reviendrez pour les vidanges régulières ou que vous passerez au service des pièces pour voir l'oncle Bob là-bas afin d'obtenir ce nouveau démarreur ou peut-être vos pièces pour faire votre vidange. Vous avez besoin d'un nouveau filtre à air et d'un filtre à huile. Ce n'est pas juste passer d'abord au comptoir des pièces puis à l'atelier, c'est bien plus. C'est un mode de fonctionnement garanti et c'est une source de revenus assurée pour beaucoup de ces fabricants. La créativité des concessionnaires et des constructeurs est vraiment stupéfiante. Quand ils imposent des abonnements, vous n'avez vraiment pas le choix. Il fut un temps où les concessionnaires avaient seulement quelques sources de revenus. Lors de la vente initiale, ils gagnaient quelques milliers là-bas. En prenant le financement, selon les taux, ils pouvaient encore gagner quelques milliers. Ils espèrent évidemment votre retour pour l'entretien. Il s'agit surtout d'offrir fidélité, efficacité, un large sourire et un service de conciergerie. Vous offrir cette tasse de café en entrant, vous sourire et espérer que tout soit magnifique, et que de grands sourires suffisent à vous faire revenir et dépenser votre argent dans le service après-vente.
Mais nous avons également constaté un développement important de nombreux ateliers indépendants, ces petits garages qui opèrent dans des ruelles, car ils pratiquent un taux horaire plus bas. Ils trouvent parfois des pièces adaptables et font preuve de créativité. Parler directement aux mécaniciens offre une liberté et autonomie avec votre véhicule, absente chez les concessionnaires. La dernière fois que vous avez emmené votre voiture chez un concessionnaire, avez-vous essayé de parler avec eux et de vraiment comprendre ce qui se passe ? Tout ce que vous faites, c'est parler à une interface. Autant parler à un robot IA, parce que la moitié du temps, ces conseillers de service ne savent pas distinguer leur Schwanz d'un trou dans le sol. Très souvent, ils vous répètent simplement des propos incohérents transmis par 3 personnes différentes, du mécanicien à un autre mécanicien, puis à un superviseur, puis à quelqu'un d'autre, avec toute la paperasse, et ensuite ce qu'ils lisent sur le rapport de la facture. Parfois, certaines choses se perdent dans la traduction et au final, en parlant au conseiller, vous n'obtenez pas toute l'histoire. Dans 99% des cas, vous ne pouvez même pas parler au mécanicien et comprendre réellement ce à quoi il a été confronté, ce qu'il a trouvé et quel est le problème. À la place, vous parlez à un employé payé 15 $ de l'heure à l'accueil qui vous dit juste « Vous avez besoin de nouveaux amortisseurs ». Oui, vous n'avez pas le contrôle, mais le service et les pièces détachées représentaient aussi une source de revenus pour ces concessionnaires. Nous savons malheureusement qu'il y a aujourd'hui plus dans cette équation qu'il y a 10 ou 15 ans. Ce qui est nouveau dans ce jeu et cette conversation, c'est qu'il s'agit d'une discussion différente. Vous connaissez ces plans d'entretien, non ? Ils vous offriront un plan d'entretien gratuit de 5 ou 7 ans. Parfois, il est inclus dans le prix de vente du véhicule. Parfois, ils le vendront pour une bouchée de pain. Mais voyez-vous, ce que vous ne réalisez pas en tant que consommateur, c'est que ce n'est pas seulement une question de ce plan d'entretien gratuit de 7 ans ou de ce plan d'entretien gratuit de 5 ans. Cela signifie aussi que la garantie pare-choc à pare-choc de votre voiture ne dure que 3 ans. Alors il rajoute 2 ans d'entretien. Pendant ces 3 premières années, rien à signaler, la voiture est parfaite. Voici vos clés, monsieur, et votre vidange. Merci à dans 6 mois. C'est souvent comme ça que ça marche. Mais après 3 ans, la garantie est terminée. Et voilà que vous entrez dans la 4e et la 5e année d'entretien. Eh bien vous vous dites, vous pensez « j'ai l'entretien gratuit ». Profitons-en. Donc vous y allez pour votre prochaine vidange d'huile et vous allez faire la rotation des pneus. Ils vont tout vérifier. C'est drôle de voir comment ça marche. Car la plupart du temps, dès la fin de la garantie, ils commencent à chercher des problèmes. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à sortir les gros moyens. C'est là que tout à coup, attendez 1 minute, tenez bon. Vos freins sont à 30%, fuite au carter d'arbre à cam et suintement au couvercle de chaîne de distribution. En plus, il y a un petit cognement et on dirait que la voiture ne tourne pas sur ses 6 cylindres. On devrait peut-être faire un diagnostic. Avant même de t'en rendre compte, tu passes d'une période tranquille de 3 ans. Et puis, à la dernière seconde, pendant la 4e et la 5e année, tout à coup, voilà qu'il y a une opportunité pour le concessionnaire de générer plus de revenus en trouvant plus de problèmes. Ce n'est pas un hasard, c'est fait exprès. Tu pourrais demander, si vous êtes si sûr de votre entretien sur 5 ans, pourquoi ne pas offrir une garantie de 5 ans ? Mais ils ne le font pas. Ils vont au-delà de ça, parce qu'ils savent que les règles empiriques et les moyennes signifient que bien sûr les voitures vieillissent et se détériorent. Mais aussi ça leur donne la possibilité de commencer à ouvrir le carnet de chèques, ton carnet de chèques. De nombreux bricoleurs acceptent et préfèrent aller chez le concessionnaire pour les grosses réparations complexes. Je peux faire moi-même les vidanges d'huile et l'entretien des freins. C'est simple, pas très mécanique, je peux m'en charger. Devine quoi ? Sur certaines voitures électriques aujourd'hui, pour faire les freins arrière, il te faut le logiciel qui appartient et est utilisé par le concessionnaire pour libérer les freins arrière. En fait, même notre vieille Mercedes C300, elle a aussi un système de déblocage sur le frein arrière où tu dois forcer l'ordinateur à libérer le frein de stationnement. Si tu ne le fais pas et que tu essaies d'enlever l'étrier, tu vas casser des pièces et ça va te coûter des milliers de dollars. C'est presque un piège et ils le savent très bien. Et les gens sont souvent intimidés, même s'ils savent de comment contourner et désactiver certaines de ces fonctionnalités supplémentaires. Il y a désormais une complexité supplémentaire. Pourquoi ne pas garder une simple poignée pour le frein de stationnement ? Aujourd'hui, tout le monde utilise des freins de stationnement électriques avec des électroaimants, des moteurs et une complexité que beaucoup ne veulent pas risquer ou essayer. Ils vont simplement chez le concessionnaire, ce qui te maintient lié au service après-vente. Mais il y a encore plus à dire sur ce sujet. Des millions de gens réalisent maintenant qu'ils dépendent du concessionnaire avec des tarifs élevés et sans possibilité de réinitialiser les codes.
Tu ne peux même plus changer une batterie sans passer par le concessionnaire. Il y a trop de restrictions aujourd'hui. En plus de ça, en 2027, il y aura un nouveau mandat qui va te surveiller, observer tes mouvements oculaires, surveiller chacun de tes gestes pour déterminer si tu es apte à conduire. Beaucoup estiment que ces mandats ne sont qu'une petite partie de l'engrenage. Tout débute par, c'est pour la sécurité, pour vérifier que tu n'es pas sous l'emprise de l'alcool. Mais beaucoup de gens s'attendent à ce que cela s'étende et que des décisions soient prises pour savoir si tu es capable de conduire ou non. Tu vois, les voitures perdent leur indépendance et les propriétaires perdent aussi la liberté de conduire par eux-mêmes, de prendre nos propres décisions pour conduire. Et maintenant, beaucoup de ces ordinateurs, voitures et fabricants créent un environnement où tu n'as plus besoin de toucher à rien. La voiture est entièrement autonome, mais tu as perdu toute ton autonomie. Tu vois, c'est la tendance de l'industrie. Les gens commencent à regarder ça et à se dire « Waouh, ma voiture m'espionne, elle espionne mes passagers ». Ce n'est pas cool. En fait, Ford a même déposé un brevet pour la saisie automatique du véhicule. Donc si vous faisiez partie de ces personnes qui, vous savez, n'arrivaient pas à faire leur paiement et qu'après quelques mois consécutifs, vous faisiez défaut, il existe un brevet qu'ils n'ont pas encore mis en œuvre. Ce n'est pas encore en cours, mais ils veulent sécuriser l'idée que ce véhicule pourrait se conduire tout seul, soit en sortant de votre allée pour aller dans la rue, afin qu'il puisse être facilement récupéré par une dépanneuse. Ou il trouverait son chemin jusqu'à la salle des ventes ou retournerait à sa base d'origine afin qu'il puisse être récupéré et vendu à la banque. Voici quelques-unes des nouvelles technologies en place. L'autonomie de ces voitures n'existe plus aujourd'hui. Pure et simple. Des voitures désormais irréparables, trop complexes, trop coûteuses dès les premières pannes. Les plastiques fondent. Beaucoup pensent que les ingénieurs automobiles ne sont plus aussi brillants qu'avant. Avant, les voitures ne fondestaient pas sous le capot, ne fuyettaient pas comme aujourd'hui et n'avaient pas d'encrassement par la calamine. Pourquoi les ingénieurs régresseraient-ils ? En fait, ce n'est pas le cas. Ils connaissent leurs limites, c'est le problème. Ils deviennent plus intelligents que jamais. Ils comprennent les cycles de vie, les courbes en baignoire, la mortalité infantile. Ils connaissent la durée de vie du véhicule. Ils savent la durée de vie des composants comme les pompes à eau, le nombre de kilomètres ou de cycles pour chaque bouton, interrupteur ou molette. C'est pourquoi ils incluent aussi tous ces grands panneaux, car maintenant, la conception modulaire est tout simplement plus facile. Maintenant, au lieu de vous vendre une petite résistance ou un petit composant ou interrupteur, si votre écran tombe en panne, au lieu de vous vendre ce petit interrupteur à 22 €, ils peuvent vous vendre tout l'ensemble plug and play, mais ça va vous coûter 3 800 €. Ils ne se soucient pas si c'est juste un petit élément qui a décidé d'arrêter de fonctionner. Ils vont vous vendre tout le lot. Beaucoup de ces voitures se vantent maintenant que les moteurs sont très modulaires par conception. Je veux dire même BMW. Et il faut reconnaître que certains de leurs moteurs modulaires sont nettement améliorés par rapport à certains de leurs anciens véhicules. Au final, même chez Porsche, par exemple, avec le moteur M96, il était considéré comme un moteur à carter sec intégré ou presque de type modulaire, dans lequel il était très interchangeable et pouvait être remplacé facilement. En fait, les anciens motoristes d'il y a de nombreuses années, même chez Porsche, beaucoup de ces motoristes disparaissent. Et d'après ce que je peux voir, beaucoup de ces Porsche utilisent désormais davantage une conception modulaire, et les moteurs ne sont vraiment plus si faciles à reconstruire. C'est vraiment plus une question de simplement obtenir un moteur de remplacement, de le mettre pour encore 28 000 $, et vous êtes reparti sur la route. Il fut un temps où, si vous aviez des guides de soupape brûlée ou une soupape brûlée, vous pouviez simplement refaire le haut moteur. Et bien sûr, il y a des personnes créatives dans le secteur indépendant et d'excellents bricoleurs prêts à relever ces défis. Le fait est que ces moteurs ne sont plus construits comme avant, et ils sont conçus de manière très compacte, complexe et modulaire. Cela vous force un peu la main. Vous devez prendre une décision difficile sur une voiture ayant rapidement perdu autant de valeur. Il faut choisir entre jeter la voiture ou garder une voiture valant 20 000 € alors qu'un nouveau moteur coûte 28 000. Que décidez-vous ? C'est exact, car avec toutes ces nouvelles technologies, il est très rapide et facile de voir la valeur de beaucoup de ces voitures chuter. Beaucoup de ces composants nécessitent seulement de remplacer 1 à 3 modules dans une voiture moderne. Et maintenant, en raison de la forte dépréciation de ces voitures à nouvelle technologie, à moteur 3 ou 4 cylindres turbo et qui ont 160 000 km au compteur, la voiture est dépréciée. Jusqu'à présent, au moment où vous avez une ou deux pannes semi-catastrophiques, la voiture n'est clairement plus réparable. Ça n'a plus d'importance.
Et beaucoup de gens mettent simplement à la casse une voiture de 6 ou 7 ans, simplement parce que certaines des réparations nécessaires étaient des relativement mineures ou auraient pu l'être selon les conceptions de voitures d'il y a 10 ans. Mais le coût élevé d'un module, d'une console ou d'un composant, ou même d'une boîte à double embrayage, ou même d'une transmission à variation continue. Dans une Nissan moderne, cela pourrait coûter 8 000 $, 8 000 $, alors que votre Nissan Sentra ne vaut que 5 500 $, 5 500 $. Cela facilite la décision et les propriétaires choisissent de s'en débarrasser. Ce sont ces conceptions complexes et cette surabondance de technologie qui poussent beaucoup à décider. Je préfère garder ma vieille voiture. Donc maintenant, voici la décision à prendre. As-tu regardé la qualité des voitures d'occasion ? Des épaves, c'est ça, pourquoi ? Parce que tout ce qui vaut la peine d'être possédé, les marques réputées, les constructeurs Acura, Lexus, Toyota, Honda, Mazda, tu les connais. Les fabricants bien connus et réputés. Les seuls que tu trouveras sur le marché de l'occasion ont un kilométrage extrêmement élevé, où ils sont accidentés et cabossés, où ils ont un mauvais passé, une histoire louche. Ce sont les seuls que tu trouves. Bonne chance pour essayer de trouver une Toyota Camry de 9 ou 10 ans qui a été soigneusement entretenue par une dame de 82 ans et maintenant elle essaie juste de la vendre. Et tu sais quoi ? Elle la vend avec, tu sais, 96 000 km au compteur et elle a toujours été entretenue uniquement chez le concessionnaire. Ce type de perle rare est très difficile à dénicher. Désormais, on ne trouve sur le marché que des voitures cabossées, rouillées ou avec un lourd passé d'accident. Tu vois pourquoi ? Parce que les gens le remarquent. Des millions de personnes se rendent compte de ce qui se passe dans l'industrie. Et le simple fait est que de plus en plus de personnes choisissent même de refaire le moteur de leur vieille voiture ou camion de 15 ans. Je vois beaucoup de vieux pick-up rouillés sur la route. Pourquoi ? Ils aiment conduire des tas de rouilles ? Non, mais ils ne veulent pas payer 90 000 $ pour un camion avec un moteur qui va probablement avoir besoin d'une révision avant d'atteindre 60 000 miles. Ils se demandent pourquoi investir autant dans un camion neuf alors qu'il suffit de mettre 8 ou 9 000 $ dans un moteur reconstruit. Donc oui, il y a un peu de rouille autour des ailes et les gens deviennent créatifs en installant ces élargisseurs d'ailes à boulonner pour cacher la rouille pendant encore quelques années. Vous savez, les roulements de roues lâches, ils dépensent 1 000 $ pour mettre un nouvel avant sur la voiture ou le camion et le tour est joué. Voyez, même un vieux Honda CR-V, Toyota RAV4, Toyota 4Runner, Camry, Corolla, ce sont tous des exemples. Même les Mazda 3, voici des exemples de voitures très recherchées. Et ils sont d'accord pour acheter un 4Runner avec 250 000 km parce qu'il a un V6 atmosphérique d'une génération de 2008 à 2010 à l'époque où ses moteurs faisaient 1 million de kilomètres. Les gens s'en moquaient. Si la carrosserie était belle, ils conduisaient la voiture et tentèrent leur chance. Et c'était un risque facile à prendre parce que beaucoup de ces voitures plus anciennes n'avaient pas de turbo. Beaucoup de ces voitures plus anciennes n'avaient pas d'injection directe. Beaucoup de ces voitures plus anciennes étaient les compatibles OBD2. Vous pouviez brancher votre ancien lecteur de code, faire un diagnostic rapide, réparer vous-même, puis continuer et la conduire pendant encore 200 000 km sans. Vous voyez, les choses ont changé et l'évolution du secteur automobile pousse les gens à commencer à comprendre ce qui se passe. Beaucoup de gens ne veulent pas rouler dans un aspirateur avec une batterie à l'intérieur qui nécessitera un remplacement de 20 000 $ dans 10 ans, alors que ce véhicule ne vaudra plus que 8 000 $. C'est insensé et les gens s'en aperçoivent. Les gens réalisent aussi que ces coûts supplémentaires et interventions sur la voiture vous lient au service après-vente du concessionnaire. 200 à 225 $ de l'heure pour la main-d'œuvre, c'est sûr, toute la journée. Maintenant, vous commencez à penser que ce n'est pas une question de pouvoir se permettre le prix de ces nouvelles voitures. Même avec le prix qui ne cesse d'augmenter, 50 000, 52 000 $ le prix moyen d'une transaction aujourd'hui, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le vrai coût, c'est les 10, 15 ou 20 prochaines années avec ce véhicule. S'il tient aussi longtemps, bonne chance. Les gens deviennent plus avisés. Des millions d'acheteurs pensent désormais à réparer ce qu'ils possèdent déjà. Et j'aime ma vieille Toyota fiable, ma vieille Honda fiable, ma vieille voiture fiable, Lexus, Acura, parce que je peux la réparer. Le concessionnaire ni la voiture ne me possèdent, je vais simplement continuer à conduire. N'hésitez pas à laisser un commentaire, j'aimerais connaître vos avis. Et encore une fois, comme toujours, voici quelques vidéos de quoi réfléchir davantage. J'espère vous revoir très bientôt tout le monde. On se parle à ce moment-là. Au revoir.